Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Thomas Nicodème, je suis coach en écriture et je suis heureux de partager avec vous mes enquêtes du cœur. Nous avons tous entendu dire qu'il fallait écouter son cœur, communiquer avec lui demander de nous souffler des intuitions profondes. Ok, tout ça c'est bien joli, cependant, comment fait-on concrètement? Ça parle comment un cœur? A-t-il son propre langage? Les messages qu'il nous envoie, à condition que nous les entendions, sont-ils fiables à 100%, etc., etc. De tout cela, pour ma part, j'ai décidé que je ne savais rien, mais que d'autres qui œuvrent dans différents domaines ont probablement des pistes et des réponses à me faire découvrir. C'est pour cette raison que j'ai eu envie de lancer ces enquêtes du cœur. Mon invitée d'aujourd'hui est née en Équateur. C'est une jeune femme pleine de vie, de cœur et de corps qui aide des femmes et des hommes à reconnecter leur pouvoir guérisseur et leur puissance personnelle. Elle s'inspire pour cela des enseignements qu'elle a reçus, mais aussi de son propre parcours de vie, des souffrances qu'elle a rencontrées et qu'elle a su transcender ou transmuter, pour reprendre un terme cher aux alchimistes. Elle nous invite à nous libérer, à nous connaître et à oser briller, un chemin qui passe par le corps, mais aussi certainement par le cœur. Bonjour Stéphania Villela. Bonjour Thomas. Bienvenue dans ces enquêtes du cœur. D'abord, pour commencer, est-ce que ce rapide portrait te résume bien ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter? Alors j'ai beaucoup aimé le fait que tu relèves la transmutation très chère aux alchimistes parce que c'est vrai que moi je dis souvent et je me considère comme une alchimiste du corps et du cœur. Cette mission de vie que tu t'es découverte pour les autres et que tu affirmes haut et fort, est-ce que tu dirais que c'est ton cœur qui te l'a révélé? Alors oui, totalement. C'est totalement ça. C'est vrai que, à la base, moi j'ai commencé donc un parcours professionnel en tant qu'enseignante. Donc, je dis souvent que je suis née pour enseigner. Pourtant, ben, l'enseignement, typiquement, ce n'était pas quelque chose, pour lequel j'étais prédestinée parce que je suis tombée un petit peu dedans par hasard, mais aujourd'hui, je sais bien qu'il n'y a pas de hasard. C'est comme si la vie m'avait déjà quelque part, préparée ou me préparait déjà pour la suite. Suite à ce parcours en tant qu'enseignante, j'ai eu l'opportunité de rencontrer sur mon chemin des grands maîtres, au niveau des arts intimes et corporels, notamment en Tao et en Tantra. Et c'est vrai que ça, typiquement, c'était un appel du cœur. Il y a 5-6 ans de ça, j'ai eu l'opportunité de faire un tour du monde, donc pendant 365 jours. Et au retour donc de ce voyage, qui a été un voyage initiatique en fait pour moi, pendant lequel j'ai pu profondément me connecter à mon corps et à mon cœur, eh bien, c'est comme si ma guidance intérieure s'était réveillée, révélée pendant cette année-là de voyage. Et donc, à mon retour, je ne me sentais plus à ma place, en fait. Je me sentais plus à ma place dans le système, je ne me sentais plus à ma place, au niveau de mon couple, je ne me sentais plus à ma place, dans le métier que j'exerçais et pourtant que j'adorais tellement. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment, cet appel du cœur de demander guidance. Donc pendant, je dirais 6 mois, tous les jours en rentrant du travail, je demandais, à l'univers, à je ne sais qui, parce qu'à l'époque, j'étais pas, une personne hautement spirituelle, comme on pourrait appeler ça communément. J'étais quand même très, très rationnelle et c'est vrai qu'à ce moment-là, spontanément, j'ai commencé à parler à mon cœur en lui demandant de m'aider, de me guider, de me montrer la voie et de me montrer ce qui était juste pour moi. Et, et un jour, ce qui est arrivé et que j'aime beaucoup raconter, c'est que je suis rentrée donc du travail comme d'habitude, à savoir que pendant cette période-là, je pleurais beaucoup. Donc pour moi, ça, c'était un signe du fait que je ne me sentais pas bien avec moi, dans le monde que j'avais créé en fait. Et ce jour-là, donc en rentrant, je pleurais, je pleurais et puis j'ai vraiment eu cette intention de me dire: «Mais s'il te plaît, guide-moi». Et je parlais à mon cœur. Et là, j'ai entendu la voix du cœur. C'est très étrange à dire, mais vraiment, j'ai entendu comme une voix au fond de moi et je savais que ce n'était pas la voix de mon mental.
je savais que ce n'était pas ma propre voix, qui me disait: «Mais lâche tout Stéphania, il y a quelque chose de bien plus grand qui t'attend. Vas-y». J'ai quitté mon ex-copain. Ça, c'était la première chose, le premier grand changement. Et à partir de là, eh bien, j'ai un petit peu ce que moi j'appelle le tapis rouge qui s'est vraiment déployé sous mes pieds. Et j'ai eu accès à beaucoup de belles rencontres suite à cet appel du cœur. On va revenir sur ces rencontres, sur ces enseignements. Il y a une très belle expression que tu emploies, hein, c'est que tu as voulu, à un moment donné de ton parcours, devenir archéologue de toi-même. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que cela signifie? Oui, alors ce terme, je l'emploie, oui, effectivement, et je fais référence à une autre période de ma vie parce que à l'âge de 22 ans, 23 ans, j'ai vécu une séparation amoureuse qui était une grande déchirure au niveau justement du cœur. Mais ce que j'aime beaucoup dire aujourd'hui aussi, c'est que c'est cette séparation qui m'a permis de toucher à la lumière et d'aller à ma propre rencontre. Parce que je pense que à cette époque-là, j'étais beaucoup dans le mental, j'étais beaucoup dans l'ego et si je n'avais pas vécu cette expérience, je ne me serais jamais vraiment questionnée sur qui est-ce que j'étais vraiment. À l'âge de 23 ans, j'ai vécu cette rupture amoureuse et ça m'a obligée à aller voir toutes les parts d'ombre de moi que jusque-là, je n'avais pas envie de voir et que j'avais mis sous le tapis et surtout, que j'avais bien, que je m'étais bien gardée, d'en parler. Donc, je fais référence notamment à mes expériences traumatiques au niveau de la sexualité parce que j'ai vécu donc, des traumatismes sexuels dans l'enfance et c'est vrai que pendant les premières 23 années de ma vie, j'en ai jamais parlé à personne. Qu'est-ce que j'avais encore à libérer chez moi? Qu'est-ce que qu'est-ce que je me cachais finalement à moi-même? J'ai commencé à chercher des chemins, des voies pour pouvoir, accéder, pas à la guérison parce que à nouveau, je n'aime pas le terme de guérison. C'est comme si on avait quelque chose de malade en nous, mais plutôt pour accéder à la libération de mon être, de ma véritable essence et comme tu le dis très justement, accéder à mon cœur finalement. J'ai commencé à chercher quels étaient les outils que je pouvais, utiliser et j'ai eu la grande chance de tomber sur des personnes très, très compétentes au niveau justement non seulement du mental, donc de la psyché, mais aussi du corps. Je me souviens avoir rencontré une grande dame, qui était psychiatre à Genève et qui l'est toujours d'ailleurs et elle proposait, notamment des cercles de parole, mais aussi des cercles de pleine conscience et ça a été un petit peu, le début du chemin vers la voie du cœur. J'ai suivi un cycle de 6 mois environ de pleine conscience et au bout des 6 mois, je m'en souviendrai toujours, je suis sortie dans la rue un jour et j'ai regardé le ciel et le ciel me paraissait plus bleu, les nuages plus blancs, les arbres plus verts et je me souviendrai aussi que j'ai regardé un couple s'embrasser et je me suis dit: «Mais c'est incroyable l'amour». Donc ce jour-là, je crois que j'avais touché vraiment au cœur. Est-ce qu'il y a aussi des enseignements qui t'ont marqué plus que d'autres et peut-être aussi des enseignants spirituels? Suite à mon voyage, mon tour du monde, Hem, donc après cette guidance de mon cœur qui me disait de tout lâcher et d'aller vers mon vrai chemin, parce qu'apparemment quelque chose de plus grand m'attendait, eh bien, c'est ce que j'ai décidé de faire, donc j'ai tout lâché et 1 semaine jour pour jour, je m'en souviendrai toujours, j'ai été, dans un studio de yoga que je fréquentais à l'époque à Genève et ce jour-là, l'enseignante de yoga me dit: «Mais Stéphania, est-ce que tu travailles, dans tel coin à Genève?» Enfin, elle me posait des questions très intimes et puis, ben, je lui ai répondu, mais je me demandais pourquoi elle me posait toutes ces questions. Puis à un moment donné, elle me dit: «Mais écoute, tu vois
cet homme qui est en face de toi, eh bien, c'est le cuisinier qui va préparer, le brunch de demain. Parce que le lendemain, j'avais un événement, yoga et brunch. Et donc le lendemain, en arrivant au brunch, cet homme, en l'occurrence, me me dit, «Écoute, voilà, moi, je t'ai reconnue, il y a 6 mois, tu t'es assise à côté de moi dans un train et tu étais avec tes élèves, tu as fait ci, tu t'es assise là» et cetera. Donc pour moi, ça a été un petit peu le début du chemin, vers la guidance de mon cœur parce que ça a été mon premier grand enseignant qui, quelque part, atterrissait de nulle part. C'est comme si, pour moi, j'aime bien le comparer, c'est comme si le ciel t'envoyait une personne en particulier à un moment particulier qui te fait comprendre que tu es au bon endroit, au bon moment, entouré des bonnes personnes. Et à partir de là, j'ai pu rencontrer d'autres enseignants, mais lui, ça a été vraiment le premier enseignant au niveau, de cette guidance du cœur. Aujourd'hui, tu proposes des stages, hein, des entretiens individuels. Il y a différents outils que tu utilises, notamment la Kundalini Yoga, le Tantra, le Tao. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot de chacun de ces outils et dans quelles circonstances tu les as découverts? Suite à cette rencontre, merveilleuse, eh bien, je me suis beaucoup intéressée à ce qu'on appelle, la sexualité sacrée et consciente. Il m'a un peu ouvert aussi à cette voie et comme j'en ai parlé, au début, eh bien, j'ai vécu des traumatismes au niveau sexuel, corporel dans l'enfance, donc mon chemin consistait vraiment d'archéologue, consistait vraiment à pouvoir me libérer de tout ce passé parce que j'avais compris à un moment donné que mon mental, lui, fonctionnait très, très bien, mais par contre, mon corps avait une autre temporalité. Donc, j'ai senti un décalage entre mon mental et mon corps et je recherchais vraiment à, harmoniser, ce côté mental et ce côté corporel. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un grand maître en Tao qui s'appelle Geronimo Garcia, qui est mexicain. À nouveau, là, c'est un petit peu la vie qui m'a ramenée, qui m'a amenée vers cette personne. Il se trouve que Geronimo, il y a, je dirais 4 ans, se déplaçait à Genève et il se déplaçait uniquement à Genève, mais pendant une année. Et donc, pendant cette année-là, j'ai eu l'occasion de donc suivre ses enseignements en Tao. Et là, ça a été une grande, grande révélation pour moi parce que non seulement Geronimo nous transmettait, tout ce qui était en lien avec le Tao, mais aussi, avec, la culture toltèque. Donc pour en dire 2 mots, le Tao, c'est vraiment, l'art d'aimer, premièrement. Mais c'est aussi l'art de faire, circuler son énergie sexuelle, qu'on appelle l'énergie essentielle ou l'énergie de vie, dans les organes pour pouvoir atteindre, ce que les taoïstes appellent une pleine vitalité. En fait, les taoïstes, de l'époque, ils cherchaient la longévité. Ce qu'ils recherchaient, c'était vivre plus longtemps pour atteindre l'éveil spirituel. Donc ils savaient que si ils avaient un temps imparti plutôt court, eh bien leur chemin spirituel allait devoir être plutôt rapide. Alors que s'ils vivaient plus longtemps, ils avaient plus de temps pour atteindre cet éveil. Le Tao, c'est vraiment l'art d'aimer et l'art de faire circuler l'énergie pour atteindre une longévité afin d'arriver à cet éveil spirituel. Est-ce qu'il y a une forme de lien entre le Tao et le Tantra? Le Tao, c'est issu de la culture chinoise et le tantra, issu notamment de la culture indienne, mais pas que. C'est deux arts d'aimer, j'aime bien appeler ça l'art d'aimer, heu, qui sont extrêmement proches au niveau des enseignements. Il y a quelques petites nuances, par exemple, dans le Tao, on va trouver 3 points énergétiques qui vont être
Un premier point au niveau des organes sexuels, un deuxième point au niveau du cœur, justement, qui est un centre très important, et un troisième point énergétique au niveau du troisième œil. Les taoïstes vont tenter de faire circuler l'énergie entre ces trois points parce que finalement, ils disent que l'énergie sexuelle n'est pas vraiment utile si elle n'atteint pas le cœur. Le but de l'énergie sexuelle, c'est d'atteindre le cœur pour sublimer l'énergie du cœur et pouvoir justement atteindre ce plein éveil lorsqu'on arrive au troisième œil. La culture tantrique, eux, par contre, ils vont avoir d'autres points énergétiques que l'on connaît beaucoup maintenant, qui s'appellent les chakras. Donc, il y en a 7 que l'on connaît bien, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, dans cette culture-là, eh bien, on va faire monter l'énergie qui s'appelle la Kundalini, l'énergie de vie également, qui vient aussi des organes sexuels. On va la faire monter à travers les chakras pour pouvoir également atteindre l'éveil. Dans ces deux cultures, on sait que la sexualité n'est qu'une porte d'entrée vers l'éveil spirituel à travers l'alchimie de cette énergie dans le cœur. Le tantra, qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, c'est alchimiser les énergies, le poison. Ils aiment bien appeler ça le poison, alchimiser le poison intérieur en médicament. Et tout ça, cette sublimation, que ce soit dans le tantra ou dans le Tao, passe de toute manière par notre plus grand centre énergétique qui est le cœur. Ces enseignements donc, que tu as reçus pendant plusieurs années, au bout d'un moment, tu as décidé de les transmettre. Alors, est-ce que tu les transmets essentiellement à des femmes ou aussi à des hommes et comment se passe cette transmission? Le tantra l'explique très bien. L'alchimie, c'est transformer le poison en médicament. Et puis, une fois qu'on a peut-être réussi à transformer ça en médicament, eh bien, le but, c'est de pouvoir vraiment le partager et le diffuser dans le monde. Donc, dans un premier temps, moi, je me suis vraiment axée au niveau des femmes, simplement parce que, en étant enseignante, ma grande mission que je m'étais donnée à l'époque, c'était de pouvoir quelque part planter des petites graines de conscience qui allaient fleurir un jour ou l'autre, je ne savais pas comment. Donc, en tout cas, en tant qu'enseignante, je me suis toujours donné cette mission-là de toucher les enfants à travers leur essence même, de pouvoir sublimer ce qu'ils étaient déjà. Et, pendant ces 8-9 ans d'expérience dans le cadre institutionnel, je me suis aussi rendu compte que j'avais beau faire tout ce qui était en mon pouvoir, il y avait des choses que je ne contrôlais pas, notamment le côté familial, ce qui se passe à la maison. Et ça, je dois dire que ça me déchirait le cœur de me dire, mais mince, il y a quand même des situations familiales qui sont extrêmement difficiles à vivre pour les enfants et ils ramènent ça à l'école. Et moi, j'ai beau essayer de faire tout ce que je peux, il y a des choses que je ne peux pas changer. Et là, j'ai eu une grande pensée de me dire, mais finalement, si toutes les femmes avaient l'occasion de prendre soin de leur terre intérieure, d'avoir accès à ces enseignements au niveau de la sexualité sacrée, comment serait le monde de demain? Il ne faut pas oublier que finalement, c'est les femmes qui portent dans leur ventre, dans leur utérus, les enfants. C'est elles qui enfantent. Donc, quelque part, moi, j'ai comparé ça un petit peu à la terre. Lorsqu'on prend soin de la terre, qu'on la laboure, qu'on lui donne de l'amour, les fruits qui vont être récoltés vont être encore plus beaux, encore plus juteux. Alors que quand on la laisse se déployer sans aucune intention, ben, forcément, il y aura des fruits, mais ce sera différent. Et là, je me suis dit, mais finalement, Stéphania, c'est peut-être ça ce que tu dois faire, aider les femmes à prendre soin de leur terre intérieure. C'est ce que tu appellerais la notion de féminin sacré? Le féminin sacré, j'aime beaucoup le terme. Maintenant, je trouve qu'actuellement, il est un petit peu présenté à toutes les sauces avec peut-être un oubli justement du masculin. Et j'ai trouvé très pertinente ta question de me demander, mais finalement, tes ateliers, tu les proposes à des hommes, à des femmes, mixtes? Parce que j'aime beaucoup, beaucoup dire aussi aux femmes que si nous n'incluons pas notre énergie masculine déjà à l'intérieur de nous,
Et à l'extérieur de nous, eh bien, finalement, tout ce travail que l'on est en train de faire sur soi, eh bien, ne sert quelque part à rien parce qu'on tomberait dans un autre paradoxe qui serait la domination féminine quelque part. J'appellerais ça plutôt un travail d'alchimiste plus Mhm. que féminin sacré, masculin sacré, parce que j'ai l'impression qu'on est à nouveau en train de catégoriser. D'ailleurs, moi, dans les retraites que je propose ou dans les stages que je propose, je mets un point d'honneur à toujours travailler avec euh, un homme ou en tout cas qu'il y ait une représentation du masculin dans l'événement proposé afin qu'il y ait un équilibre. On parle parfois de se reconnecter à sa puissance personnelle, on entend parfois le mot empuissancement. Est-ce qu'on parle là de la même chose et est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit? On parle de la même chose. Le mot empuissancement, il a été traduit du mot anglais que je trouve très très approprié et qui malheureusement n'a pas de traduction française. En fait, en anglais, le empowerment veut dire avoir accès à cette puissance qui est déjà là en nous. Attention, puissance ne veut pas dire pouvoir. C'est pas dans un sens je veux dominer les autres. C'est vraiment je sais qu'il y a une puissance à l'intérieur de moi qui est une puissance énergétique et je vais quelque part aller la rencontrer pour ensuite la faire, pour pouvoir ensuite l'utiliser. Euh, mais à nouveau l'utiliser pas comme forme de pouvoir, mais comme forme de sublimation de l'énergie du cœur et la mettre au service de mon cœur. On ne peut pas penser que les gens qui finalement cherchent beaucoup le pouvoir à l'extérieur sont peut-être des gens qui ont aussi un problème de pouvoir sur eux-mêmes. Là, je dirais même qu'il y a peut-être une question d'ego. Il y a un moment donné, ben, plus on va s'élever, plus le chemin va devenir exigeant et plus le chemin va demander de l'humilité. Le mental, qu'on peut appeler mental, ego, n'aime pas le changement, n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. Donc, lorsque on va emprunter un chemin un petit peu inconnu et surtout lorsqu'on va aller réveiller cette énergie du cœur qui est une énergie extrêmement puissante, l'ego, le mental, va se sentir menacé et il va mettre en place toutes les stratégies possibles et imaginables pour que, quelque part, pour freiner ce chemin et qu'on n'ait pas accès au cœur. Donc, effectivement, on peut, à ce moment-là, peut-être se tourner plus vers l'extérieur, vers des questions de domination, de pouvoir extérieur, plutôt qu'un vrai pouvoir intérieur et, et à nouveau au service du cœur. Alors, je voudrais te lire un mantra que tu connais bien. Euh, Ne laisse pas l'opinion des autres te dicter comment tu devrais être. Il n'y a que toi pour savoir comment mener ta vie, pour révéler la version la plus élevée de ton être. Alors, comment fait-on pour révéler la version la plus élevée de son être? On demande à son cœur. Alors oui, pour moi, ça c'est la question de la souveraineté. C'est très très important. J'aime aussi beaucoup dire aux femmes qui viennent à mes retraites que quoi qu'il arrive, elles sont les seules et uniques personnes à connaître ce qui est juste pour elles. Je ne peux pas, même si je guide la retraite, même si je vais proposer des rituels d'incarnation, des exercices de libération, je ne peux pas faire l'expérience à leur place et surtout, je ne peux pas savoir, parce que je ne suis pas dans leur corps, je ne peux pas savoir si l'exercice, l'expérience est totalement alignée avec ce qu'elles doivent vivre. Donc, je leur demande tout le temps d'avoir cette notion de souveraineté en tête. Alors, j'ai eu la chance de participer à un atelier que tu animais et je me souviens avec beaucoup d'émotion d'une séquence où tu nous avais invités à laisser nos corps s'exprimer sur un enregistrement de battements de cœur. Qu'est-ce que nous apprennent les battements de notre cœur, justement? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a accès à cet espace merveilleux que moi j'appelle l'espace sacré, euh, eh bien, on a accès quelque part à tout. Il y a d'ailleurs
une phrase très belle qui dit connais-toi toi-même et tu auras accès à l'univers tout entier, ou les dieux t'ouvriront l'univers tout entier. Et c'est vrai, mais c'est dans un sens, euh, enfin, pour moi, je le comprends plus, tu auras vraiment accès à ton intérieur et à tout le trésor qui s'y cache. Notre cœur, il a une vibration. D'ailleurs, c'est une vibration que l'on peut entendre lorsqu'on est connecté, et lorsqu'on est connecté avec notre cœur. Et sa vibration va pouvoir changer selon le lieu dans lequel on est. D'ailleurs, on le fait spontanément, on le dit spontanément quand on rentre dans une pièce. On va spontanément se diriger vers une personne plutôt qu'une autre, parce que en fait, c'est la vibration de notre cœur qui va quelque part nous guider vers cette personne en lien avec la propre vibration de son cœur. C'est comme si nos cœurs cherchent les mêmes fréquences vibratoires. On entend aussi des gens dire ah, mais je la sens pas, cette personne. Quand on dit je ne la sens pas, c'est pas que on ne la sent pas au niveau de l'olfacte, hein. C'est surtout qu'au niveau de la fréquence vibratoire des cœurs, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, et donc forcément, on n'aura pas envie de s'approcher de telle personne, parce que c'est une question de fréquence. Plus nous allons descendre dans cet espace-là du cœur, plus nous allons connaître sa fréquence vibratoire, plus nous allons pouvoir connecter avec des gens qui nous ressemblent, entre guillemets, et aussi s'aligner par rapport à notre vie en général. Finalement, dans quel lieu ma fréquence du cœur se sent est à son maximum, à son plus haut niveau. Moi, je sais que j'ai dû déménager du pays dans lequel j'étais, parce que je ne me sentais plus bien au niveau de la fréquence vibratoire. Mon cœur me disait, là, ce n'est pas le lieu adéquat pour toi. Il faut vraiment que tu déménages dans un lieu proche de la mer, notamment. Alors, je sais que proche de la mer, mon cœur se sent vraiment hyper bien. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc, tu as quitté la Suisse, hein, pour t'installer au Portugal, hein. Exactement, j'ai quitté la Suisse pour m'installer au Portugal parce que, comme tu l'as dit, il y a cette fréquence vibratoire du cœur qui m'appelait à partir ailleurs. Alors, les gens me disent, mais pourquoi le Portugal? Et je leur dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sais que mon cœur me guidait vers ce pays-là. Et lorsque mon cœur me guide quelque part avec une intensité aussi forte, c'est que c'est le bon endroit. Alors, dans tes ateliers, tu utilises aussi beaucoup la musique tribale. Alors, j'aimerais bien savoir en fait comment tu choisis ces musiques. Pour préparer mes ateliers, tout simplement, j'écoute donc les musiques et je danse sur mes musiques, et je regarde, je ressens plutôt quelle est la vibration à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps et de mon cœur. Si mon cœur vibre vraiment haut quand je mets une musique, eh bien, à ce moment-là, je sais que c'est la bonne musique, entre guillemets. Bien souvent, à la fin de mes ateliers, j'ai des personnes qui me demandent à ce que je partage mes playlists. Elles me disent, mais j'ai adoré ta playlist, ça vibrait tellement. Eh bien, parce que je les prépare vraiment avec le cœur. On vit depuis 2 ans un peu partout dans le monde, surtout occidental, une crise avec beaucoup de traumatismes du corps, mais aussi du mental. Ces corps et ces cœurs avec lesquels tu travailles, toi, régulièrement, est-ce que tu dirais que la crise les a rendus plus ouverts ou plus fermés? Alors, je dirais plus ouvert, heureusement, bien heureusement. Même si, à nouveau, on revient dans la question du cœur et du mental, notre mental n'aime pas ce qui est en train de se passer actuellement. Ça, c'est sûr que pour notre mental, c'est complètement chamboulant. On ne sait pas ce qui va arriver, ça nous met dans une insécurité totale. Et le mental, comme je l'ai dit, n'aime pas du tout et déteste l'insécurité. Il aimerait pouvoir programmer tout ce qui va se passer jusqu'à notre mort. Si ça ne tenait qu'à lui, ce serait comme ça. Mais pour autant, j'ai un enseignant qui m'a transmis quelque chose que je n'oublierai jamais. Un cœur blessé est un cœur ouvert. Donc, un cœur qui est dans une insécurité, un cœur qui vit des choses difficiles, eh bien, c'est un cœur par lequel la lumière peut passer. Si on avait une vitre complètement opaque dans laquelle la lumière ne peut pas passer, eh bien, du moment où je casse
cette vitre, eh bien, tout d'un coup, il y a des rayons lumineux qui vont passer. Eh bien, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, heu, pour notre mental humain, c'est pas évident. Mais moi, je suis persuadée que pour, l'évolution, pour l'éveil spirituel et surtout pour cette connexion à notre cœur et à notre essence même, eh bien, c'est quelque chose de bénéfique. Aujourd'hui, donc tu transmets beaucoup, mais en même temps, tu continues à t'enseigner toi-même aussi. Et je sais par exemple qu'il y a quelques jours, tu étais dans une retraite totalement silencieuse. Dans ce type de retraite, est-ce qu'on entend mieux son cœur et qu'est-ce qui se passe? Oui, alors quelques jours, je vais revenir là-dessus parce que c'est quand même 10 jours. Non, bah, je reviens là-dessus parce que c'est vrai que 10 jours de silence avec soi-même, c'est très confrontant. Pour dire la vérité, pour être totalement transparente, c'était la première fois que je faisais cette expérience-là. Par contre, je médite déjà depuis quelques années et j'étais partie, vraiment avec cette idée de: «Ça va être quelque chose de facile, puisque je le fais déjà à côté». Eh bien non, parce que passer 8 heures par jour avec soi-même, eh bien, il y a des choses, qui remontent. Eh bien, moi, j'ai pu personnellement aller rencontrer des blessures qui restaient là, dans mon cœur. Je pensais avoir quelque part fait le deuil de ces blessures-là, de les avoir bien revisitées. Eh bien non, il y avait encore des restes. Pendant ces 10 jours, la première chose, ça a été le nettoyage corporel. Donc j'ai eu vraiment, un gros nettoyage corporel qui s'est fait, notamment, par rapport, au sucre. J'aime beaucoup le chocolat et le sucre et là, j'ai eu un 1er nettoyage corporel. Et puis les jours suivants, j'ai commencé à avoir quelque part des réminiscences de cette première relation qui m'avait, fait tellement souffrir, dont j'ai parlé au début de l'interview. Et j'ai commencé à avoir comme des réminiscences, comme un film de cette relation qui m'était montré. Alors je savais, mon mental savait que, ben, effectivement, c'était une relation qui m'avait fait beaucoup souffrir et pour autant, ça fait déjà 9 ans. Donc pour moi, c'était clair que c'était une histoire, une affaire classée. Et pourtant, là, ça revenait, ça revenait. S'il y a une réminiscence, ça veut dire que je dois encore en apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je dois en apprendre? Et là, finalement, j'ai eu accès à quelque chose de très, très, très important pour moi. C'est comme si mon cœur me parlait et il me disait: «Écoute, tu crois vraiment à, être la seule à avoir souffert de cette, relation, de cette, heu, de cette séparation? Eh bien ça, c'est vraiment une illusion à nouveau de ton ego». Et j'ai eu accès donc à des images très claires de la personne en face de moi qui avait tout autant souffert que moi. Et on me montrait, hem, quelque part, on me montrait ça avec une telle clarté pour me dire: «Arrête de tomber dans les illusions, arrête de penser que tu es la seule à souffrir et au-delà de ça, ne pense pas que une séparation est une fin parce que finalement, la séparation est également une illusion. Vous n'êtes jamais séparés. Heu, justement, depuis cet espace du cœur, on est tous interreliés tout le temps». Au fond, ça voudrait dire aussi que, au niveau de l'espace du cœur, il n'y a pas de temps, il y a pas de passé, il y a pas de futur, il y a peut-être juste le présent. Oui, exactement, oui, c'est tout à fait juste. Le cœur, lui, il est vraiment en dehors de l'espace et du temps. D'ailleurs, on sait que quand on vit des expériences, qu'on appellerait des expériences mystiques, eh bien, on sort de l'espace-temps. J'ai eu, l'opportunité dans ma vie de vivre quelques expériences comme ça, où vraiment j'ai compris à quel point le temps n'existait pas. Le temps est est une illusion finalement de notre, incarnation humaine. Donc je le rappelle aussi beaucoup dans le travail que je fais avec les femmes. On le voit notamment au niveau de la mémoire corporelle.
la mémoire corporelle qui est liée finalement au cœur, hein. Notre mental, il a beau comprendre que le temps est passé, mais il nous suffit un stimuli visuel, auditif, olfactif, pour revenir à un instant T qui se situe dans notre enfance, par exemple. Tu rentres dans une pièce et tu sens la bonne odeur du gâteau que te faisait ta maman, et bien tout de suite, tu vas avoir les sensations dans ton corps de quand tu étais petit en train de manger le gâteau que te faisait ta maman. On arrive, Stéphania, au terme de cette enquête du cœur. Pour renouer avec le propos initial de ce programme, quel conseil principal tu donnerais aux femmes et aux hommes qui aimeraient communiquer plus facilement avec leur cœur, peut-être tout simplement pour devenir pleinement elles ou eux-mêmes? Alors, je reviendrai sur ce que tu as dit au départ, être l'archéologue de soi-même. Je pense que vraiment c'est important de s'allouer des espaces d'expérimentation avec soi-même. Alors c'est vrai que par exemple, on a beaucoup parlé des stages que je donne. En fait, ces stages que l'on propose actuellement, il y en a tellement divers et variés, c'est des espaces-temps que l'on se donne pour se rencontrer intimement soi-même. Donc, c'est vrai que dans le quotidien, c'est pas forcément évident hein, de trouver et de dégager ces espaces-temps. Alors, c'est comme des petites piqûres de rappel de se dire, allez, je me donne 4 jours dans lesquels je vais expérimenter, simplement expérimenter pour découvrir qui je suis moi-même. Ensuite, dans le quotidien, je dirais que simplement ces espaces de silence, de méditation, euh, même si c'est 10 minutes, eh bien, c'est 10 minutes que l'on s'accorde avec soi-même. Donc vraiment des espaces, essayer de dégager des espaces dans lesquels on peut vraiment se connecter pleinement avec soi. euh, Peu importe que ce soit 5, 10, 15 minutes, mais essayer au quotidien d'avoir des petits espaces-temps avec soi-même. Un grand merci, Stéphania. Merci à toi, Thomas. Alors pour ceux qui souhaiteraient te rejoindre dans tes stages ou pour un accompagnement, nous laisserons les coordonnées de ta page Facebook et de ton site au bas de ce podcast. Il me reste à vous remercier de votre attention. Je vous invite vraiment à nous ouvrir votre cœur en nous écrivant en commentaire ce que vous a inspiré notre invité du jour. Et selon la formule consacrée, n'hésitez pas à partager ce podcast, le liker et à vous abonner à cette chaîne pour découvrir rapidement notre prochain invité. À très bientôt.